Papa, où est l'argent? Ma voix résonna dans le couloir vide de la maison où j'avais grandi, à Portland. Le coffre-fort était grand ouvert, complètement vide, sans aucune trace des 10 millions de dollars que j'y avais déposés seulement 12 heures auparavant. Sur la table de la cuisine, j'ai trouvé une note manuscrite dans une écriture que je connaissais depuis mon enfance. « Alex, merci de m'avoir enfin donné la vie que je mérite. N'essaie pas de me retrouver. Ton père qui t'aime. Je m'appelle Alex et, à 32 ans, je viens de découvrir que mon propre père m'a volé 10 millions de dollars et a disparu au petit matin. Mais alors que vous vous attendiez probablement à ce que je sois désespéré, en train de crier ou d'appeler la police, j'ai fait quelque chose de complètement différent. J'ai ri. J'ai tellement ri que j'ai dû m'appuyer contre le comptoir de la cuisine pour ne pas tomber. Parce que mon père, Robert, n'avait aucune idée de ce qu'il avait réellement emporté. 3 jours plus tôt, j'avais vendu mon entreprise de logiciels, TechFlow Solutions, pour 20 millions de dollars. C'était l'aboutissement de 8 années de travail acharné, de nuits blanches et de tous les risques imaginables. J'ai grandi dans cette même maison avec mon père veuf, le regardant travailler à 3 emplois pour subvenir à nos besoins après la mort de ma mère dans un accident de voiture alors que je n'avais que 15 ans. Robert a toujours été mon héros. Il a sacrifié ses études, ses rêves, ses chances de refaire sa vie, tout pour que j'aie les opportunités qu'il n'avait jamais eues. Quand j'ai obtenu une bourse pour étudier au MIT, il a pleuré de fierté. Quand j'ai fondé mon entreprise, il a été mon premier investisseur, même si ce n'était que 500 $ de ses économies. C'est pourquoi, lorsque j'ai dû mettre 10 millions de dollars en espèces en sécurité pour une nuit, une exigence excentrique de l'acheteur de la propriété de mes rêves, j'ai immédiatement pensé au coffre-fort que j'avais installé chez mon père 3 ans auparavant. C'était un modèle militaire, ignifuge, équipé d'un système biométrique. L'endroit le plus sûr que je connaissais. C'est beaucoup d'argent à laisser n'importe où, mon fils, m'avait-il dit lorsque les agents de sécurité avaient transporté les 3 sacs à l'intérieur de la maison. Ses yeux brillaient d'une manière que je n'avais pas su interpréter à l'époque. Tu es sûr que c'est nécessaire? L'acheteur insiste pour voir l'argent avant la transaction, expliquai-je en programmant le coffre-fort. C'est une question de 24 heures, papa. Demain matin, je vais directement chez le notaire. Il acquiesça, mais continua à regarder les sacs avec une intensité étrange. Pendant le dîner, il posa des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Où exactement allais-je acheter la maison? Combien coûtait-elle? Il prit mentalement note de chaque réponse, ce que je remarquai mais que je mis sur le compte de la curiosité paternelle. À 10 heures du soir, je lui dis au revoir à la porte. À demain, papa. Et merci de m'aider avec ça. Bien sûr, Alex. C'est le moins que je puisse faire après tout ce que tu as accompli. Maintenant, en regardant le coffre-fort vide et la note d'adieu, je me rends compte qu'il y avait des signes subtils que j'avais complètement ignorés. Les questions précises sur mes projets. La façon dont il évitait mon regard. Les 3 appels qu'il a pris en privé pendant la soirée. Mais ce que mon père ne savait pas, et c'est là que je ris, c'est que j'ai appris depuis longtemps à toujours avoir un plan de secours. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez découvrir comment un fils trahi a transformé le vol le plus douloureux de sa vie en une vengeance parfaite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car mon père pensait peut-être qu'il me volait ma fortune, mais en réalité, il a déclenché la chute la plus spectaculaire que vous puissiez imaginer. Et quand il découvrira la vérité sur le contenu de ces sacs, il comprendra que s'en prendre à la mauvaise personne peut coûter bien plus cher que 10 millions de dollars. La question n'est pas de savoir s'il paiera pour ce qu'il a fait. La question est, survivra-t-il aux conséquences? 3 heures après avoir trouvé le mot, j'étais assis au poste de police de Portland, regardant le détective Collins noter méticuleusement chaque détail de ma déposition. À 52 ans, Robert Sullivan était officiellement devenu un fugitif recherché par le FBI pour vol à grande échelle. Votre père a-t-il des antécédents judiciaires, monsieur Sullivan? M'a demandé Collins en ajustant ses lunettes tout en relisant ses notes. Aucun. C'est la personne la plus honnête que je connaisse. Les mots sont sortis automatiquement, mais ils m'ont semblé étranges, même à moi. Parce que la personne la plus honnête que je connaissais venait de me voler 10 millions de dollars. Des dettes connues? Des addictions? Des problèmes financiers? Je secouai la tête, mais un souvenir étrange me revint à l'esprit. Au cours des 6 derniers mois, mon père avait mentionné quelques investissements à plusieurs reprises. Lorsque je lui avais demandé des détails, il avait toujours rapidement changé de sujet. Des trucs de retraité, Alex. Tu n'as pas à t'en soucier. Collins me montra des impressions des caméras de sécurité de l'aéroport. Mon père était là, à 5h30 du matin, transportant 3 sacs lourds vers le terminal international. Il portait une casquette que je n'avais jamais vue, des lunettes de soleil et marchait d'un pas décidé. D'après nos registres, il a acheté un billet pour le Panama en espèces il y a 3 semaines.
m'a informé Collins. Cela suggère une préméditation importante. 3 semaines. Le même laps de temps que celui où j'avais annoncé publiquement la vente de mon entreprise. Le timing n'était pas une coïncidence. Alors que je rentrais chez moi en voiture cet après-midi-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des curieux, même quelques « amis » qui semblaient plus intéressés par les détails sordides que par leur soutien. J'ai éteint mon téléphone et j'ai roulé en silence dans les rues familières de mon enfance. À la maison de mon père, désormais transformée en scène de crime avec du ruban jaune, j'ai obtenu l'autorisation d'entrer pour récupérer quelques effets personnels. C'est alors que j'ai découvert des signes plus inquiétants de ses projets. Dans sa chambre, j'ai trouvé une boîte à chaussures cachée derrière l'armoire. À l'intérieur, des coupures de journaux sur de jeunes entrepreneurs dans le domaine des technologies, des articles sur la façon de transférer de l'argent à l'étranger sans laisser de traces, et des impressions de recherche sur les pays sans traité d'extradition. Il y avait également un cahier avec des notes manuscrites dans son écriture familière. « Alex a toujours eu la vie facile », disait l'une des notes, datée de 2 mois auparavant. Une bourse pour le MIT, une entreprise prospère, la reconnaissance. Pendant ce temps, j'ai sacrifié les meilleures années de ma vie à travailler à 3 emplois pour lui offrir ces opportunités. C'est maintenant à mon tour de vivre. Chaque page révélait davantage de ressentiments accumulés, davantage de justifications pour ce qu'il prévoyait de faire. Il peut gagner un autre million avec son cerveau surdoué. Ce n'est qu'un transfert tardif. Une compensation pour ce que j'ai perdu. La découverte la plus douloureuse se trouvait sur la dernière page. Alex me fait entièrement confiance. Cela rend les choses à la fois plus faciles et plus difficiles. Mais au final, il comprendra. La famille, c'est partager tout, et j'ai partagé toute ma vie avec lui. Je me suis assis sur son lit, tenant le cahier, essayant de concilier l'homme que je connaissais avec les mots devant moi. Était-ce le même père qui avait fait des doubles quarts de travail pour m'acheter mon premier ordinateur? Le même qui avait pleuré de fierté lors de ma remise de diplôme? Mon téléphone vibra, signalant un message provenant d'un numéro inconnu. « Alex, c'est papa. Je sais que tu es en colère, mais tu dois comprendre que j'ai sacrifié 40 ans de ma vie pour toi. C'est maintenant mon tour. L'argent me donnera les années dorées que je mérite. Tu es jeune et intelligent. Tu peux facilement reconstruire ta vie. Je ne peux pas rattraper le temps perdu. » Je répondis immédiatement, « Papa, rentre à la maison. On peut régler ça. » La réponse fut rapide, « Il n'y a rien à régler. Je suis déjà trop loin, et l'argent est en sécurité. Vis ta vie, mon fils. Je vais enfin vivre la mienne. » Ce fut la dernière fois que j'eus de ces nouvelles. Au cours des semaines suivantes, le FBI traça les mouvements bancaires au Panama. Des dépôts en espèces de 400 000 $, soit exactement le montant maximal pour ne pas éveiller les soupçons des autorités. Mon père avait fait des recherches minutieuses. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait loué un appartement luxueux à Panama City 6 mois auparavant. Il y avait également des traces de virements vers un compte aux îles Caïmans. Il ne se contentait pas de dépenser l'argent volé, il le blanchissait systématiquement. « Votre père est plus sophistiqué que nous le pensions », a admis Collins lors de notre réunion hebdomadaire. Il a clairement très bien étudié comment s'y prendre. L'impact sur ma vie a été dévastateur. La presse a transformé ma tragédie personnelle en un titre sensationnel. Un génie de la technologie volé par son propre père. Les investisseurs potentiels ont commencé à remettre en question mon jugement. Comment quelqu'un qui n'était pas capable de protéger 10 millions de dollars de son propre père pouvait-il être digne de confiance pour gérer vos investissements? Ma fiancée, Jennifer, m'a d'abord soutenu. Mais au fil des semaines, alors que l'enquête piétinait, notre relation s'est détériorée. « Alex, tu dois passer à autre chose », me répétait-elle sans cesse. « Rester obsédé par cette histoire ne te rendra pas ton argent. » Mais elle ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait de la destruction totale de ma conception de la famille, de la confiance et de la réalité. 3 mois après le vol, j'ai reçu par email une photo de Robert sur une plage tropicale, souriant largement, bronzé, vêtu de vêtements coûteux. Le message disait « Merci de m'avoir offert la retraite de mes rêves, mon fils. » C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps qu'il découvre la vérité sur ce qu'il avait réellement pris. Car mon père, malgré toute sa minutie, avait commis une erreur fatale. Il avait supposé que j'étais toujours le même jeune homme naïf. Il n'avait pas réalisé que les années passées à bâtir une entreprise de sécurité numérique m'avaient appris à toujours avoir des plans de secours. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais appris très tôt dans ma carrière que faire confiance sans vérifier est la recette parfaite pour un désastre. Et quand il s'agit de 10 millions de dollars, la vérification devient un protocole non négociable.
Il était maintenant temps d'enseigner à mon père une leçon qu'il n'oublierait jamais sur le fait de sous-estimer le fils qu'il avait lui-même élevé pour être plus intelligent que tous ceux qui l'entouraient. La question n'était pas de savoir s'il allait payer pour ce qu'il avait fait. La question était de savoir s'il serait capable de faire face aux conséquences d'avoir joué avec le mauvais élément au mauvais moment. 6 mois après le vol, ma vie était devenue un enfer public. L'émission matinale Good Morning Portland m'avait invité à une interview sur le thème « Se remettre d'une trahison familiale », où la présentatrice, Karen Walsh, m'avait posé des questions qui semblaient conçues pour maximiser mon humiliation. Alex, beaucoup de gens se demandent, comment quelqu'un d'aussi doué en technologie a-t-il pu laisser son propre père lui voler 10 millions de dollars? M'a-t-elle demandé en se penchant vers moi avec une compassion feinte. Faire confiance à sa famille ne devrait pas être considéré comme une erreur de jugement. Ai-je répondu en essayant de garder mon sang-froid, tandis que les caméras capturaient chaque micro-expression. Mais y avait-il des signes que vous avez manqués? Des indices qui laissaient penser que votre père préparait cela? Chaque question était un nouveau coup de poignard. Pire encore, il y a eu les commentaires en ligne après l'émission. Privilégié idiot. Tu méritais de tout perdre. Qui garde 10 millions chez son père? Ma réputation professionnelle s'est effondrée. Le magazine Tech Enterprise a annulé un article sur les jeunes entrepreneurs qui devaient faire la couverture. 3 conférences ont annulé mon invitation à prendre la parole. Des investisseurs qui se bousculaient auparavant pour travailler avec moi évitaient désormais mes appels. Jennifer a finalement atteint ses limites lors d'un dîner silencieux dans notre appartement. « Alex, je ne peux plus continuer comme ça », m'a-t-elle dit en repoussant son assiette. « Tu es obsédé. On ne parle plus que de ça depuis des mois. Mon père m'a volé et vit comme un roi à nos dépens, Jennifer. Comment pourrais-je simplement oublier? Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande de vivre. Tu es en train de détruire tout ce qui reste de ta vie à cause de quelque chose qui s'est déjà produit. » Elle m'a montré sa main gauche. La bague de fiançailles, un diamant de 2 carats que nous avions choisi ensemble, n'était plus là. Où est la bague? Je l'ai vendue hier. J'ai besoin d'argent pour la caution d'un appartement. Sa voix était ferme, déterminée. Je déménage, Alex. Tu peux venir avec moi quand tu auras décidé que tu veux un avenir plutôt que de vivre prisonnier du passé. Ce soir-là, seul dans l'appartement qui était devenu un musée de mon humiliation, j'ai reçu un appel de Tommy Shen, mon meilleur ami depuis le MIT. Mec, j'ai vu l'interview à la télévision. Quelle question ridicule sur les signaux manqués. Tout le monde pense la même chose, Tommy. Que j'ai été un idiot naïf. Eh bien, tu l'as été, dit-il avec l'honnêteté brutale qui a toujours caractérisé notre amitié. Mais cela ne rend pas ce que ton père a fait moins terrible. Un silence s'installa entre nous. Alex, je peux te poser une question? Tu n'avais vraiment aucun plan de secours? Toi qui as toujours tout sauvegardé plusieurs fois? La question de Tommy m'a frappé comme un coup de poing. Parce qu'il avait raison. Dans tous les aspects de ma vie professionnelle, j'avais toujours été méticuleusement prudent. Système redondant, plan d'urgence, contrôle de sécurité à plusieurs niveaux. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que je te connais depuis 15 ans. L'Alex qui a créé 3 systèmes de sauvegarde pour le serveur de notre société de conseil à l'université n'aurait pas gardé 10 millions sans aucune protection. Après avoir raccroché, je suis resté allongé à regarder le plafond, repensant aux paroles de Tommy. Quelque chose me tracassait à propos de cette journée, quelque chose qui essayait de émerger à travers le brouillard du traumatisme et de l'humiliation. 2 jours plus tard, le coup de grâce est venu par email de Marcus Blake, PDG de TechVision, l'entreprise qui avait manifesté son intérêt pour m'embaucher comme directeur technique. Alex, après mûre réflexion, nous avons décidé de prendre une autre direction. Bien que nous reconnaissions vos réalisations techniques, les circonstances récentes soulèvent des questions de jugement et de sécurité que nous ne pouvons ignorer. Assis à ma table de cuisine, je lisais l'email pour la 5e fois. Ma carrière était officiellement détruite. Ma relation était terminée. Ma famille m'avait trahi de la manière la plus dévastatrice qui soit. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. La colère qui s'était accumulée en moi, se transformant en apitoiement sur moi-même et en dépression, s'est soudainement cristallisée en une détermination froide et calculée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper une liste. Ressources disponibles. Expertise. Contacts qui me font encore confiance. Informations sur Robert Sullivan que les autres n'ont pas. Tommy avait raison. J'avais toujours eu des plans d'urgence pour tout. Et tandis que je fouillais dans ma mémoire de ce jour fatidique, des fragments ont commencé à se réorganiser. La société de sécurité que j'avais engagée. Le protocole spécial dont Kyle avait parlé pour les grosses sommes d'argent. Le formulaire supplémentaire que j'avais signé sans le lire entièrement parce que j'étais stressé par le transfert.
J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Kyle Morrison, de Morrison Security Service. Kyle, c'est Alex Sullivan. J'ai une question sur les protocoles pour les transferts d'argent importants. Alex. Mec, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Comment puis-je t'aider? Quand une personne engage des agents de sécurité pour transporter des sommes importantes, avez-vous des protocoles de protection standards que le client ne connaît peut-être pas complètement? Une longue pause à l'autre bout du fil. Alex, vous me posez des questions sur des procédures spécifiques liées à votre cas. Je vous interroge sur les procédures standards de votre entreprise. Écoutez, certains clients préfèrent ne pas connaître tous les détails de nos protocoles de sécurité. Surtout lorsqu'il s'agit de, disons, de mesures préventives contre des scénarios à risque familial. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Quel genre de mesures préventives? Alex, je pense que nous devrions nous rencontrer en personne pour discuter de cela. Nous avons pris rendez-vous pour le lendemain. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi profondément. Non pas parce que j'avais trouvé la paix, mais parce que j'avais trouvé un but. Mon père avait commis l'erreur de sous-estimer le fils qu'il avait lui-même élevé pour être plus intelligent que tout le monde. Il avait supposé que j'étais toujours le même jeune homme naïf que j'avais toujours été. Mais des années passées à bâtir une entreprise technologique, à négocier avec des investisseurs chevronnés et à naviguer dans les méandres de la politique d'entreprise m'avaient enseigné de précieuses leçons sur la protection et la préparation. Ce que mon père ignorait, et qu'il était sur le point de découvrir de la manière la plus douloureuse qui soit, c'est que faire confiance sans vérifier peut être la vertu d'un fils aimant, mais vérifier sans révéler est la sagesse d'un homme d'affaires expérimenté. Pendant qu'il profitait de son bronzage au Panama, dépensant ce qu'il croyait être ma fortune, j'étais sur le point de lui enseigner une leçon sur ce qui arrive quand on se frotte à la mauvaise personne au mauvais moment. La question n'était plus de savoir s'il paierait pour ce qu'il avait fait. La question était de savoir s'il survivrait à la découverte de ce qu'il avait réellement pris chez moi. Et quand il connaîtrait toute la vérité sur ces 3 sacs, Robert Sullivan comprendrait que certains enfants apprennent beaucoup plus de leurs parents que ceux-ci ne l'imaginent. Dans le bureau de Kyle Morrison, entouré d'écrans de sécurité et d'équipements high-tech, j'ai découvert la vérité qui allait tout changer. Alex, lorsque vous avez fait appel à nos services pour transporter 10 millions de dollars, nous avons automatiquement activé notre protocole protection familiale, m'expliqua Kyle en me montrant les documents que j'avais signés sans les lire entièrement. Il s'agit d'une procédure standard pour les sommes importantes lorsque nous détectons des facteurs de risque liés à des membres de la famille. Quel genre de protocole? Kyle a ouvert un fichier confidentiel sur son ordinateur. Nous avons remplacé 80% de l'argent réel par des faux billets de haute qualité, ne conservant que 2 millions en argent véritable pour passer les contrôles superficiels. Le reste dans notre coffre-fort blindé jusqu'à ce que le client confirme la sécurité de la transaction. Je sentis mon sang battre dans mes tempes. Vous êtes en train de me dire que mon père a principalement volé de la fausse monnaie? Exactement. Et chaque faux billet contient une puce de traçage microscopique. Nous savons exactement où cet argent est utilisé. Kyle tourna l'écran vers moi. Sur l'écran, une carte du monde montrait des points rouges clignotants. Panama City, Carthagène, Miami, Las Vegas. Votre père a dépensé environ 500 000 $ par mois. S'il continue à ce rythme, l'argent faux sera épuisé dans 16 mois. Lorsqu'il tentera de déposer des sommes importantes ou d'effectuer des transactions significatives, il découvrira la vérité. Et les 8 millions de reais. Ils sont en sécurité dans notre coffre-fort, en attendant vos instructions. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri sincèrement. Au cours des semaines suivantes, je me suis plongé complètement dans la planification. J'ai engagé Marcus Webb, un détective privé spécialisé dans la récupération d'actifs internationaux. Grâce à des puces de suivi, nous avons méticuleusement documenté chaque transaction de mon père. Il vit comme un roi, m'a rapporté Marcus lors de notre réunion hebdomadaire. Appartement à 5 000 $ par mois à Casco Viejo, dîner dans des restaurants 5 étoiles, achat dans des boutiques de luxe. Hier, il a dépensé 15 000 $ pour une Rolex. Les images de surveillance montraient un père transformé. Bronzé, vêtu de vêtements coûteux, toujours accompagné de jeunes femmes clairement intéressées par sa richesse apparente. Il avait dit à tout le monde qu'il était un investisseur américain à la retraite dans le secteur des technologies. L'ironie est délicieuse, a poursuivi Marcus. Il est devenu exactement le genre de personne qu'il critiquait quand tu étais enfant. Tu te souviens de ses sermons sur les riches gâtés? Je m'en souvenais parfaitement. Robert avait toujours méprisé l'ostentation, qualifiant les personnes fortunées de dépensiers sans valeur. Il était désormais l'exemple parfait de ce qu'il avait toujours condamné. Pendant que mon père gaspillait de l'argent factice, j'ai commencé à reconstruire stratégiquement ma vie.
J'ai utilisé une partie des 8 millions de dollars pour créer une nouvelle société de conseil en sécurité numérique, spécialisée dans la protection des actifs familiaux. L'ironie ne m'a pas échappé. L'entreprise a rapidement pris de l'ampleur. Mon expérience personnelle de la trahison familiale est devenue ma plus grande référence. Des clients dans des situations similaires recherchaient spécifiquement mes services. Vous comprenez la douleur d'une manière que les autres consultants ne peuvent pas comprendre, m'a dit Patricia Amonde, PDG d'une société pharmaceutique qui faisait face à des détournements de fonds commis par son propre frère. Votre approche n'est pas seulement technique, elle est émotionnelle. Pendant cette période, Marcus m'a tenu régulièrement informé des activités de mon père. Chaque rapport révélait davantage sur sa nouvelle personnalité. Il a dit à un groupe de personnes aux barrières qu'il vivait enfin la vie qu'il méritait après avoir tout sacrifié pendant des décennies pour son fils ingrat, a rapporté Marcus. Il a dit que vous aviez toujours eu la vie facile et qu'il ne faisait que récupérer ce qui lui appartenait. Ces mots m'ont fait mal, mais ils ont également renforcé ma détermination. 3 mois après avoir découvert la vérité sur l'argent, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. Par l'intermédiaire de Marcus, j'ai discrètement pris contact avec Elena Vasquez, une avocate panaméenne spécialisée dans les crimes financiers internationaux. Sonor Sullivan, m'a-t-elle dit lors de notre vidéoconférence cryptée, d'après les documents que vous m'avez envoyés, votre père a commis plusieurs crimes. Non seulement du vol, mais aussi du blanchiment d'argent en essayant de s'installer ici avec des fonds obtenus illégalement. Quelles sont les sanctions? Au Panama, les crimes financiers de cette ampleur peuvent entraîner de 5 à 15 ans de prison, selon la coopération du prévenu. J'ai organisé chaque élément de preuve avec minutie. Relevé bancaire, documents de Morrison Security, rapport de suivi des puces, photos de surveillance montrant mon père en train de dépenser l'argent volé. Mais ma stratégie allait au-delà de la justice légale. Grâce à une enquête discrète, j'ai découvert que mon père avait promis à plusieurs femmes dans différentes villes de les emmener vivre aux États-Unis. Il avait loué des appartements coûteux, acheté des cadeaux extravagants, toujours en payant en espèces. Il a créé un réseau d'attente financière, a fait remarquer Marcus. Lorsque l'argent sera épuisé ou qu'il sera révélé comme étant faux, ces personnes ne seront pas seulement déçues, elles seront furieuses. Patiemment, j'ai établi une communication anonyme avec les autorités locales de chaque ville où mon père s'était rendu, leur fournissant des informations sur ses activités suspectes. Pas de dénonciation directe, juste des indices qui permettraient de surveiller de plus près ces transactions. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et de vengeance calculée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un plan élaboré depuis des années a abouti à la chute la plus spectaculaire que vous puissiez imaginer. 6 mois après le vol, j'étais prêt pour la phase finale. Mon père avait dépensé environ 3 millions en faux billets, il ne restait plus que 2 millions authentiques provenant des sacs d'origine. Plus important encore, il était devenu complètement dépendant du style de vie luxueux que cet argent lui procurait. J'ai réservé un billet pour Panama City. Il était temps de montrer à Robert Sullivan que voler son propre fils ne détruit pas seulement une famille, mais peut aussi détruire toute la vie de ceux qui choisissent cette voie. La question n'était pas de savoir s'il survivrait à ce qu'il attendait. La question était de savoir s'il resterait quelque chose de la personne que je connaissais une fois que la vérité sur ces sacs serait enfin révélée. Certains parents enseignent à leurs enfants par l'exemple. Le mien était sur le point de m'enseigner, par sa propre chute, comment la cupidité peut transformer un homme honorable en l'architecte de sa propre destruction. La ville de Panama m'a accueilli avec une chaleur étouffante et l'odeur de la mer salée. Marcus m'avait confirmé que mon père serait au restaurant Don José à 8 heures du soir, pour fêter ses 6 mois de liberté, avec sa petite amie panaméenne, Sofia. Je suis arrivé au restaurant à 7h45 et j'ai choisi une table avec vue directe sur l'entrée. Elena Vasquez, l'avocate, était discrètement postée au bar, accompagnée de 2 agents en civil de la police financière panaméenne. À 8h03, mon père est entré dans le restaurant. La transformation était impressionnante. Robert Sullivan, qui pendant 40 ans avait porté des chemises simples achetées chez Walmart et des pantalons kaki usés, était maintenant vêtu d'un costume en lin blanc manifestement coûteux, de chaussures en cuir italien et d'une montre en or qui brillait sous les lumières du restaurant. Ses cheveux gris étaient parfaitement coupés, sa barbe taillée avec une précision professionnelle. Sofia marchait à ses côtés, une femme d'environ 25 ans, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que ce que mon père gagnait en un mois en cumulant 3 emplois. Aujourd'hui, nous célébrons 6 mois de ma nouvelle vie, ma chérie, l'ai-je entendu dire alors qu'il s'asseyait à 3 tables de la mienne. 6 mois depuis que j'ai enfin pris ce qui m'appartenait de droit. J'ai attendu qu'il commande du champagne, du Dom Pérignon, évidemment, avant de me lever et de me diriger vers leur table. Salut, papa. La coupe de champagne a glissé de la main de Robert et s'est brisée sur le sol en marbre. Son visage a pâli instantanément, comme s'il avait vu un fantôme.
Alex. Sa voix n'était plus qu'un murmure étranglé. Comment? Que fais-tu ici? Je peux m'asseoir? Nous avons beaucoup à discuter. Sofia nous regardait, perplexe. Roberto, tu ne m'as pas dit que tu avais un fils. J'en ai un, murmura-t-il, encore sous le choc. Alex, tu ne devrais pas être ici. Comment m'as-tu trouvé? Je tirai une chaise et m'assis calmement. Tu n'as pas été aussi prudent que tu le pensais, papa. Chaque transaction, chaque hôtel, chaque restaurant cher où tu as dépensé mon argent. Nous avons tout retrouvé. Ton argent. Sofia se pencha en avant, intéressée. Roberto m'a dit que tu étais un investisseur à la retraite qui avait bien réussi. Je regardais mon père, observant la sueur perler sur son front bronzé. En réalité, Sofia, Robert est un voleur en fuite. Il m'a volé 10 millions de dollars et s'est enfui du pays. C'est un mensonge. Robert se leva brusquement, renversant presque la table. Alex invente des histoires parce qu'il n'accepte pas que j'ai enfin pris ce qui m'appartenait de droit. Assieds-toi, papa. Laisse-moi te raconter une histoire intéressante sur la fausse monnaie. Robert pâlit complètement. Il s'assit lourdement, comme si ses jambes avaient perdu toute leur force. Tu vois, Sofia, continuai-je calmement, mon père pensait qu'il était très malin. Il a planifié son coup pendant des mois, étudié les pays sans extradition, créé de fausses identités. Mais il a commis une erreur fatale. Je sortis mon téléphone et lui montrai les photos des billets que Kyle avait prises. Tu reconnais ces billets, papa? Ce sont les mêmes que tu as dépensés ces 6 derniers mois, n'est-ce pas? Robert regarda les photos, sa respiration devenant irrégulière. Le problème, c'est que 80% de ces billets sont faux. Des contrefaçons de haute qualité, mais sans aucune valeur. La société de sécurité que j'ai engagée a un protocole standard pour les transferts importants. Remplacer la majeure partie de l'argent réel par des billets traçables. Tu mens, murmura Robert, mais sa voix manquait de conviction. Sofia, tu t'es déjà demandé pourquoi Roberto insiste toujours pour payer en espèces? Pourquoi il ne fait jamais de virement bancaire ou n'utilise jamais de carte de crédit pour les achats importants? Sofia regarda Robert avec une suspicion grandissante. Maintenant que tu le dis, il dit toujours qu'il préfère l'argent liquide parce que c'est plus discret. C'est parce qu'il sait, inconsciemment, qu'il y a quelque chose qui cloche avec cet argent. Chaque fois qu'il essaie de déposer de grosses sommes, les banques lui posent des questions. Chaque fois qu'il essaie d'effectuer une transaction importante, il y a des complications. Robert tremblait maintenant, ses mains agrippant le bord de la table. La vérité, papa, c'est que tu as passé 6 mois à vivre un mensonge financé par du papier sans valeur. Les 8 millions de dollars réels n'ont jamais quitté le coffre-fort de la société de sécurité. Impossible, murmura-t-il. J'ai dépensé des millions. J'ai acheté un appartement, des voitures, des bijoux. De petites sommes qui sont passées inaperçues. Mais essayez de déposer 100 000 dollars dans n'importe quelle banque internationale. Essayez d'acheter une propriété. Essayez de faire quoi que ce soit qui nécessite une vérification bancaire sérieuse. Sofia se leva brusquement. Roberto, est-ce vrai? Tu m'as menti sur tout? Sofia, attends, laisse-moi t'expliquer. Tu as volé ton propre fils. Sa voix montait, attirant les regards des autres tables. Tu as fait de moi la complice d'un criminel? Elle jeta le reste de son champagne au visage de Robert et quitta le restaurant en claquant la porte. Maintenant, dis-je calmement en essuyant le champagne sur la table avec ma serviette, parlons des conséquences réelles de tes choix. Robert regarda autour de lui désespérément, comme un animal acculé cherchant une issue. Alex, je suis ton père. J'ai tout sacrifié pour toi. Tu ne peux pas me faire ça. C'est drôle que tu parles de sacrifice, papa. Parce que j'ai passé les 6 derniers mois à sacrifier ma réputation, mes relations, ma tranquillité d'esprit, tout pour découvrir où tu étais et comment te faire payer pour ce que tu as fait. Je fis un signe discret à Elena au bar. Elle acquiesça et commença à s'approcher avec les agents. Le plus ironique, continuai-je, c'est que si tu avais simplement demandé de l'aide, je t'aurais donné tout l'argent dont tu avais besoin. Mais tu as choisi de voler, de mentir, de fuir et de m'humilier publiquement. Alex, je t'en prie. Nous pouvons régler cela en famille. Il n'est pas nécessaire de faire appel aux autorités. En famille. J'ai ri amèrement. Vous avez détruit notre famille le jour où vous avez décidé que j'étais votre ennemi plutôt que votre fils. Elena s'approcha de notre table, montrant discrètement son badge. Sonor Sullivan, je suis Elena Vasquez, procureur financier. Je dois vous demander de nous accompagner pour répondre à quelques questions concernant vos activités financières ici au Panama.
Robert me jeta un dernier regard, les yeux remplis d'un mélange de désespoir et de quelque chose qui aurait pu être du regret. « Alex, je suis ton père. »« Non, » l'interrompis-je doucement. « Vous étiez mon père. La personne assise ici n'est plus que quelqu'un qui a détruit cette relation par cupidité et ressentiment. » Alors que les agents escortaient Robert hors du restaurant, il se retourna une dernière fois. « Tu as gagné, Alex. J'espère que ça en vaut la peine. » Je restai assis seul à table, regardant l'endroit où mon père avait été assis. Je ne ressentais ni victoire ni satisfaction. Seulement une profonde tristesse pour la mort d'une relation qui aurait dû être sacrée. Mais je ressentais aussi autre chose. Enfin, après des mois d'humiliation et de douleur, j'avais retrouvé mon libre arbitre. J'avais prouvé que même la trahison la plus douloureuse ne pouvait pas me détruire. Le serveur s'approcha avec hésitation. « Sonore, souhaitez-vous terminer votre dîner ?» Je regardai la chaise vide où mon père avait été assis et pris une décision qui allait définir le reste de ma vie. Car cette histoire était loin d'être terminée. Et lorsque Robert découvrirait toutes les conséquences de ses choix, il comprendrait que certaines erreurs coûtent bien plus cher que de l'argent. Certaines erreurs coûtent tout. 6 mois après la confrontation au Panama, j'ai reçu un appel d'Elena Vasquez avec des nouvelles de l'affaire. « Votre père a été condamné à 8 ans de prison pour vol, blanchiment d'argent et fraude financière internationale », m'a-t-elle informé. Les autorités américaines ont également engagé des poursuites contre lui pour évasion fiscale. Une fois qu'il aura purgé sa peine ici, il sera extradé pour purger 5 années supplémentaires aux États-Unis. 13 ans au total. Robert Sullivan, l'homme qui m'avait appris l'honnêteté et le travail acharné, allait passer plus d'une décennie à payer pour sa cupidité. Et le reste de l'argent. Nous avons récupéré environ 1,8 million de dollars sur des comptes bancaires qu'il avait ouverts. Le reste a été dépensé dans sa vie de luxe factice. 2 jours après cet appel, j'ai reçu une lettre de la prison de la Joya, où mon père était détenu. J'ai immédiatement reconnu son écriture familière, même si elle semblait plus tremblante qu'auparavant. « Alex, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je regrette profondément. La prison m'a donné le temps de réfléchir à ce que j'ai fait. Tu avais raison, si j'avais simplement demandé de l'aide, tu m'aurais donné n'importe quelle somme. Ma fierté a détruit notre famille. Je ne m'attends pas à ce que tu me rendes visite ou que tu répondes à cette lettre. Je voulais juste que tu saches que le père qui t'a élevé existe toujours ici, même s'il a laissé la cupidité le réduire au silence pendant un certain temps. » J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être pas. Mais garder cette lettre n'avait rien à voir avec le pardon, mais plutôt avec le fait de se rappeler que les gens peuvent changer, pour le meilleur ou pour le pire, et que la confiance se gagne par des actions cohérentes, pas par des mots désespérés. Au cours de cette période, mon entreprise de conseil en sécurité familiale a prospéré au-delà de mes espérances les plus optimistes. Des clients de tout le pays sollicitaient mes services spécifiques pour se protéger contre la fraude familiale. Votre histoire me touche profondément, m'a confié Margaret Klein, une veuve dont le propre frère avait tenté de lui voler son héritage. Vous comprenez la douleur d'une manière que les autres consultants ne peuvent tout simplement pas comprendre. J'ai mis en place des protocoles révolutionnaires dans le secteur. Vérification automatique des antécédents pour l'accès aux comptes familiaux, système de suivi des transferts importants et formation psychologique pour détecter les signes de changement de comportement chez les proches. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Ma plus grande tragédie personnelle était devenue mon plus grand atout professionnel. Jennifer est revenue progressivement dans ma vie. D'abord, des messages occasionnels pour prendre de mes nouvelles. Puis des rendez-vous autour d'un café où nous parlions de tout sauf du passé. Enfin, une soirée tranquille où nous avons simplement regardé un film ensemble, sans pression ni attente. « Tu as changé », m'a-t-elle fait remarquer alors que nous marchions main dans la main sur le front de mer de Portland. « Comment ça ?» Plus centré. Moins naïf, mais pas amer. Comme si tu avais enfin trouvé la paix avec le fait que les gens peuvent te décevoir sans que cela définisse qui tu es. Elle avait raison. La trahison de mon père avait brisé ma vision romantique de la loyauté familiale, mais elle avait aussi révélé quelque chose de plus fort, ma propre capacité à résister et à grandir. 6 mois plus tard, Jennifer et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime. Nous n'avons pas invité Robert, qui purgeait toujours sa peine, mais son absence n'a pas été source de tristesse. Elle a clarifié ce que signifie vraiment la famille. Des personnes qui choisissent de rester à vos côtés non par obligation, mais par amour sincère. Tommy Chen est venu visiter mon nouveau bureau quelques semaines plus tard, impressionné par la transformation dont il avait été témoin. « Tu te souviens quand tu m'as appelé, désespéré, il y a 1 an, convaincu que ta vie était finie ? Comment pourrais-je oublier ? Regarde-toi maintenant. Ton entreprise est florissante.
Ta relation se reconstruit, tu as retrouvé confiance en toi. C'est comme voir quelqu'un renaître de ses cendres. Renaître de ses cendres, ai-je répété pensivement. J'aime ça. La vérité était que la trahison de mon père, bien que dévastatrice au départ, m'avait forcé à développer des compétences et des perspectives que je n'aurais jamais acquises autrement. J'ai appris le droit international, les procédures d'enquête, la manipulation psychologique et la sécurité financière à un niveau que des décennies d'études commerciales n'auraient jamais pu m'apporter. Plus important encore, j'ai appris que la confiance n'est pas binaire. Il ne s'agit pas de faire entièrement confiance ou de ne pas faire confiance du tout. Il s'agit de calibrer son niveau de confiance en fonction des preuves, de l'historique et du contexte situationnel. 1 an après notre confrontation, j'ai organisé une petite fête dans le même restaurant où Jennifer et moi avions discuté de mon plan financier initial. Cette fois-ci, notre conversation portait sur l'expansion de mon cabinet de conseil à d'autres pays et éventuellement sur l'écriture d'un livre sur la sécurité financière familiale. Tu as transformé ta pire expérience en ta plus grande force, m'a dit Jennifer en levant son verre de champagne. Cela demande un courage que la plupart des gens ne développent jamais. Du courage ou de la stupidité. Il est parfois difficile de faire la différence. Du courage, a-t-elle répondu fermement. Sans aucun doute du courage. Au cours de notre célébration, mon téléphone a vibré pour signaler une notification. Une nouvelle demande de consultation via le site web de l'entreprise. Madame Patricia Williams, de Seattle, dont le fils adulte se comportait de manière suspecte au sujet de l'héritage de son défunt mari. J'ai lu son message à haute voix à Jennifer, et nous avons tous deux souri en reconnaissant le schéma familier. Une autre famille déchirée par la cupidité, une autre personne désespérée de protéger ce qu'elle avait mis toute sa vie à construire. Quand commences-tu ? M'a demandé Jennifer. Lundi matin. Madame Williams mérite d'être protégée avant que les choses ne s'aggravent. 2 ans plus tard, alors que je passais en revue les affaires résolues avec succès, je me suis surpris à repenser à ce jour où tout s'était effondré. La décision de mon père de me voler avait pour but de détruire mon avenir et d'assurer le sien. Au lieu de cela, elle m'a donné un but plus profond que n'aurait jamais pu me donner une start-up technologique. Pendant cette période, j'ai reçu une 2e lettre de prison. Cette fois, Robert m'écrivait pour me dire qu'il mettait son temps à profit pour enseigner la littératie financière à d'autres détenus, les aidant à comprendre les pièges qui les avaient menés à leur propre perte. Peut-être, écrivait-il, que je peux utiliser les erreurs que j'ai commises pour empêcher d'autres personnes de faire les mêmes choix terribles. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait pour toi, Alex, mais je peux essayer de faire en sorte que d'autres parents ne détruisent pas leur relation avec leurs enfants de la même manière. Cette fois-ci, j'ai répondu. Non pas pour pardonner ou condamner, mais pour reconnaître que même les endroits les plus sombres peuvent être source de croissance. 3 ans après la trahison, mon entreprise était devenue le leader national de la sécurité des actifs familiaux. Nous avions des bureaux dans 12 États et une liste d'attente de 6 mois pour les nouveaux clients. Le magazine Forbes m'a désigné comme l'un des 40 sous 40 les plus influents dans le domaine de la protection financière. Mais le véritable succès est venu lorsque j'ai reçu un appel de Marcus Webb, l'enquêteur qui m'avait aidé à retrouver mon père. « Alex, tu dois voir ça », m'a-t-il dit en m'envoyant un lien vers un article. Le titre disait « Un programme de réhabilitation financière dans une prison panaméenne réduit la récidive de 60%. » La photo montrait mon père en train de donner un cours, entouré de détenus prenant des notes pendant qu'il expliquait les concepts de base du budget et de la planification financière. « Il fait une différence », a fait remarquer Marcus. Qui l'aurait cru? Jennifer m'a trouvé ce soir-là, regardant par la fenêtre de notre nouvel appartement, contemplant les lumières de la ville. « Tu penses à ton père » m'a-t-elle demandé gentiment. Je pensais à quel point la vie est étrange. Il m'a appris l'honnêteté par sa malhonnêteté. Il m'a appris ce qu'était la famille en détruisant la nôtre. Il m'a appris la confiance en brisant la mienne. Et maintenant, il enseigne aux autres la responsabilité financière après avoir tout perdu par son irresponsabilité. C'est peut-être sa façon de se racheter. La semaine suivante, pour la première fois en 4 ans, j'ai écrit une lettre à mon père. Pas pour pardonner ou me réconcilier, mais pour reconnaître que même les trahisons les plus douloureuses peuvent, à terme, mener à une croissance inattendue. « Papa », ai-je écrit, « ton choix de me voler m'a presque détruit. Mais cela m'a aussi forcé à devenir une personne plus forte, plus sage et plus compatissante que je ne l'aurais jamais été autrement. Je ne peux pas dire que je te pardonne encore, mais je peux dire que je suis reconnaissant pour la personne que je suis devenue grâce à cette expérience. Continue d'aider les autres à éviter les erreurs que tu as commises. C'est peut-être ainsi que tu pourras honorer le père que tu étais autrefois. » 5 ans après le vol, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Robert, qui m'appelait de prison pendant son jour de permission. « Alex,
Sa voix semblait plus âgée, plus fatiguée, mais aussi plus sincère que dans mes souvenirs. J'ai reçu ta lettre. Merci de l'avoir écrite. Comment ça va? J'ai beaucoup appris sur moi-même ici. Sur la fierté, sur le ressentiment, sur la façon dont une personne peut se convaincre qu'elle mérite quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a marqué une pause. J'ai aussi appris que parfois, les conséquences de nos erreurs peuvent mener à des objectifs que nous n'aurions jamais imaginés. Le programme d'éducation financière. J'ai aidé 43 hommes à élaborer des plans de réinsertion financière. 21 d'entre eux ont déjà été libérés et aucun n'a récidivé. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait pour toi, mon fils, mais je peux essayer de m'assurer que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs. Nous avons discuté pendant 20 minutes du programme, des hommes qui l'aidaient, des leçons qu'il avait apprises sur la cupidité et la famille. Lorsque nous avons raccroché, je ne ressentais pas une réconciliation totale, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage fait de trahison, de résistance, finalement, de transformation, pensez à vous abonner à notre chaîne. Nous avons des dizaines d'autres histoires où des gens ordinaires ont fait face à des défis extraordinaires et en sont sortis plus forts qu'ils n'auraient jamais cru possible. 6 ans plus tard, alors que je passais en revue des affaires résolues avec succès, je me suis retrouvé à regarder une photo sur mon bureau. C'était Jennifer et moi le jour de notre mariage, souriant sincèrement à l'appareil photo. À côté, une lettre encadrée, non pas de la prison, mais de Sarah Thompson, une cliente dont j'avais aidé la famille à se protéger d'une escroquerie similaire à celle que j'avais vécue. Merci de m'avoir appris que faire confiance intelligemment n'est pas du cynisme, mais de la sagesse, avait-elle écrit. Vous m'avez montré que nous pouvons protéger nos ressources sans fermer notre cœur. Parfois, les trahisons les plus douloureuses mènent aux transformations les plus profondes. Et parfois, une personne qui tente accidentellement de détruire votre monde vous donne les outils pour en construire un encore meilleur. Et Robert Sullivan? Aux dernières nouvelles, il était devenu mentor en réinsertion financière pour d'anciens détenus, les aidant à reconstruire leur vie sur des bases plus solides que celles qu'ils avaient perdues. Peut-être que la prison avait restauré certaines parties du père dont je me souvenais. Peut-être pas. Mais ma vie ne dépendait plus de ses choix. Et cela, peut-être, était la plus grande vengeance qui soit. Une indépendance totale vis-à-vis de quelqu'un qui avait autrefois un pouvoir illimité sur mon bonheur. En fin de compte, faites confiance avec sagesse, protégez-vous intelligemment, mais ne cessez jamais de croire que la plupart des gens sont fondamentalement bons. Assurez-vous simplement d'être prêt à affronter les quelques malheureux qui ne le sont pas. Car la véritable victoire ne consiste pas à détruire ceux qui nous trahissent, mais à construire une vie si solide et si significative que leurs actions ne peuvent plus nous définir. Et lorsque vous parvenez à transformer votre plus grande douleur en votre plus grande force, vous ne survivez pas seulement à la trahison, vous la transcendez complètement.